Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo et on reprend enfin les légendes sur un nouveau département, à savoir la Saône-et-Loire. Et on attaque dès maintenant avec une première histoire, un peu triste j'avoue. Ça fait un moment que nous avons pu observer des croix disséminées un peu partout en France. Si nombre d'entre elles sont encore debout aujourd'hui, non loin de Trembly, le socle d'une croix détruite demeure. Fort heureusement, tout autant que sa légende. Une légende qui remonte à un temps où en lieu et place des sapins environnants se tenait un grand château avec des tours massives. Si grand qu'il dominait toute la vallée et dont le maître, le vieux baron de Mas-le-Fort, pouvait accueillir chaque jour seigneurs et preux chevaliers venus de tous les pays du monde. Cette affluence pouvait s'expliquer par l'hospitalité et la convivialité du seigneur, mais pas que. Non, bien évidemment. L'homme avait une fille dont la beauté était reconnue dans le monde entier. Une fille du nom de Tilda, aussi belle que dure à charmer. Tous les volontaires qui avaient essayé s'étaient vus rabrouer plus ou moins gentiment, peu importe la méthode. Un seul homme était parvenu à gagner son cœur, dans le plus grand secret. Un artiste du nom de Francel. Une idylle qui se déroulait donc bien plus souvent au clair de lune qu'à la vue de tous. Le ménestrel avait pris l'habitude de chanter ses paroles à haute voix dans la forêt pour lui faire connaître sa présence, et Tilda s'en allait en cachette pour le retrouver. Ils se jurèrent fidélité sans même voir les sombres nuages à l'horizon, car une guerre allait éclater. Francel fut obligé, de par son honneur, de rejoindre les combattants, et c'est ainsi qu'il partit guerroyer, laissant Tilda sans nouvelles durant plus de 3 ans. Pendant tout ce temps, la jeune femme fut pressée par son père de prendre un époux, et finit par céder en faveur d'un certain Sir Hugues, un chasseur émérite. Pensant son amour mort au loin, elle n'envisageait pas son retour. Et c'est ainsi qu'après 3 nouvelles années, l'écho de son chant se fit de nouveau entendre dans la vallée. Mais ce ne fut nul autre que le seigneur Hugues qui répondit, et se présenta devant Francel, qui était devenu grand guerrier ainsi que chevalier depuis. Un violent combat éclata, et les deux hommes se tuèrent l'un l'autre jusqu'à ce que Tilda, attirée par les cris, les rejoigne. La femme se jeta sur le corps de Francel, espérant le ranimer en vain. Alors désespérée, elle prit un poignard et mit fin à ses jours. Jamais on ne put séparer les deux amants, même morts. La légende raconte que depuis ce jour, durant les nuits d'automne dans les bois de sapin, on peut entendre la plainte gémissante d'une femme appelant un homme nommé Francel. Une croix fut érigée à l'endroit même où ils avaient péri tous les trois, jusqu'à ce qu'elle soit partiellement détruite. Ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé d'un dragon dans nos histoires. Pourtant aujourd'hui, nous parlerons d'une vouivre, que l'on nomme plus communément dans le coin la vouivre de couche. La vouivre que l'on nomme aussi Wyvern n'est pas un dragon à proprement parler, mais elle s'en rapproche et c'est ainsi qu'est décrite celle de couche, comme un monstre ayant des attributs de serpent et de monstre de la préhistoire. De façon plus commune, la vouivre est connue pour ne posséder que 2 pattes, contrairement au dragon qui lui en possède 4, et c'est souvent là que se trouve la nuance. Cela dit, la capacité de massacre de la vouivre n'a pas à rougir car celle de couche semble avoir été particulièrement meurtrière. Dans la légende, on raconte qu'elle aurait dévoré les enfants dont elle semblait particulièrement friande. Mais elle sema la terreur auprès de la population, affolant les locaux. Elle fut un monstre pour les villageois qui ne trouvaient pas de solution. Car à chaque tentative pour la déjouer, la créature parvenait soit à s'enfuir, soit à carrément dévorer ses assaillants. Quant aux battues effectuées pour la retrouver, autant dire qu'elles étaient caduques car la vouivre était assez maligne pour ne pas se faire prendre. Désespérés, les locaux finirent par faire appel à un puissant magicien qui une fois sur place mit au point un plan pour parvenir à piéger la créature. A l'aide d'un puissant sortilège, il ensorcela une flûte prévue pour attirer le monstre. Cela fonctionna, et il parvint à tirer la créature jusque dans un four où il était prévu de la brûler. Mais malheureusement pour lui, la peur des habitants finit par prendre le pas. De peur que la bête s'échappe, le magicien fut brûlé avec et abandonné par ceux qu'il venait de sauver. Ainsi mourut la créature et sa tradition demeure car l'on peut encore voir une fête donnée en son honneur. De même que quelques représentations de la créature peuvent être observées. Quant à l'origine de cette légende, elle semble plus métaphorique d'après les hypothèses. Cependant, une histoire reste une histoire, peu importe qu'il y ait réellement un fond de vérité ou pas. D'autant que celle de la vouivre semble même bien ancrée dans la région, voire même plus loin. À l'image du couleuvre et de la bête Faramine, la vouivre de couche est, elle aussi, ancrée dans son folklore.
Dans de nombreuses légendes chrétiennes, il ne fait pas bon contrarier le divin, car bien souvent, sa vengeance s'avère être implacable. D'autres diront qu'elle se trouve être juste impartiale, ne châtiant que ceux qui l'ont mérité. C'était le cas du comte Guillaume III, l'un des derniers comtes suprêmes de la Franche-Comté, qu'on appelait à l'époque le comté de Bourgogne. Il était connu pour être aussi impitoyable que mauvais, se complaisant dans l'hérésie la plus totale. À tel point qu'il en venait à maltraiter ses sujets, et plus particulièrement les hommes d'église, qu'il recouvrait de railleries à la moindre occasion. Son cœur était si noir qu'il ne donna que quelques malheureuses piécettes comme rançon lorsque son roi avait été fait prisonnier en croisade. Ce fut d'ailleurs durant cette même croisade que sa propre fille avait participé, Sibylle surnommée la Dame aux jambes d'or en raison de son armure au bas doré, qui revint alors lui rendre visite, et même elle fut surprise de voir à quel point la situation avait changé. Une ambiance maussade régnait sur le domaine de son père. Elle reçut un accueil glacial de ce dernier, et assista à la mise à mort d'un prieur de Cluny qui subit une forme de torture dont je vous passerai les détails, avant de finir pendu. Ce qui scella le sort de Guillaume III, qui venait de signer son propre arrêt de mort. Car durant une fête surnommée la fête des fous, qui se déroulait le lendemain de la Pentecôte, l'homme commit l'affront de boire dans un calice sacré volé à l'abbé de Cherlieu. Mais il n'en tira aucune goutte, car tout liquide versé dedans se consumait avant même d'avoir touché ses lèvres, peu importe le nombre de fois qu'on le remplissait. La fête sembla prendre une meilleure tournure quand un moine venu de Cluny offrit un présent en signe de réconciliation. Un cheval magnifique, si beau que le comte ne résista pas à l'envie de monter pour faire un tour. Tout se passa bien jusqu'à ce que le cheval se fixe et se mette à chauffer mystérieusement. Le comte ne parvenait pas à en descendre, paralysé comme toute l'assemblée autour. Ce fut à ce moment que le moine présenta le fameux calice, qui se remplit mystérieusement de sang. Une goutte pour chaque victime du comte, ce qui le remplit à ras-bord. L'étrange moine retira alors sa capuche et se dévoila. Il n'était autre que le prieur qui s'était fait pendre, revenu pour châtier l'homme mauvais. À cet instant, la monture déploya des ailes de chauve-souris et s'élança pour disparaître dans un nuage de fumée et de flammes. Ainsi disparut le comte Guillaume III, selon la légende, bien évidemment. Nous avons souvent eu l'occasion de parler de fantômes depuis le début de notre aventure. Ils sont communs dans de nombreuses histoires, et pourtant, on peut encore avoir quelques surprises les concernant, comme la fameuse histoire qui entoure l'arbre au spectre. Non loin d'Anost, vous aurez la chance de pouvoir observer le grand orme de Brévoigne. Pourtant, il ne s'agit pas d'un orme à proprement parler, mais d'un tilleul au pied duquel se dresse une croix. Pourquoi donc cette appellation d'orme ? Eh bien, a priori, selon de vieilles traditions, on appelait de facto un orme tout arbre qui avait un lien avec le mystique. Donc il n'était pas rare de voir des arbres surnommés ormes, plus pour leur dénomination d'arbres mythiques que du type d'arbre en question. Mais passons, place à la légende, car on l'appelle également l'arbre au spectre, et pour cause. Il était notable que les revenants se rassemblaient tard dans la nuit pour danser autour de la croix. Pas réellement dangereux, la raison de ce regroupement demeure inconnue cependant. Pourtant, un homme aura fait la rencontre de ces esprits, ou plutôt d'une partie d'entre eux. Un curé du nom de Guyon qui revenait tard dans la nuit à son église et passa à proximité de l'orme de Brévoigne, ce qui attira foule de petites flammes se trouvant être des feux follets. Elles lui crièrent sans relâche de leur petite voix de les bénir, et le curé se trouva fort surpris en comprenant qu'il s'agissait d'enfants qui avaient quitté ce monde sans avoir été baptisés. Contraint alors d'errer en ces terres sans jamais trouver le paradis. Alors, l'homme ôta un de ses souliers pour puiser dans la fontaine proche de l'arbre, et aspergea les âmes d'une eau bénite en prononçant les paroles sacrées. Les flamèches se mirent presque aussitôt à danser autour de lui, montrant une reconnaissance immense. Puis, doucement, chacune d'entre elles s'éleva vers le ciel sans plus jamais redescendre. Des âmes innocentes qui avaient enfin la joie de goûter au repos éternel, sous les yeux attendris du brave homme qui s'en retourna ensuite chez lui. Ainsi se finit cette légende, mais elle nous aura permis de découvrir deux nouvelles choses. Le sort des enfants sans baptême qui ne pouvaient jamais goûter au repos éternel, et celui d'un nouveau type de fantôme, à savoir les feux follets, une apparition ayant pris l'apparence d'une flamme. Comme souvent, il y a des lieux qui ont pu inspirer bien des histoires. Pourtant, que ce soit des lieux humbles ou opulents, il arrive que les folklores locaux soient marqués par des petites traditions de par leur proximité avec les dits lieux. Situé non loin de la commune de la Grande Verrière dans l'Autunois, on peut trouver l'un de ces lieux, à l'image des roches de Glen.
de nombreuses pierres qui peuvent devenir le but d'une randonnée donnant alors accès à un lieu magnifique. Parmi ces roches, vous y trouverez notamment la roche de Jardon, qui semble être plus particulièrement au centre de plusieurs traditions et histoires que nous allons pouvoir découvrir ensemble une par une. Déjà, une légende qui parlerait d'un trésor bien caché, qui n'est pas sans rappeler celui de la rue des Masques, que nous avons pu voir dans un autre département. Il faut attendre un jour précis, le dimanche des rameaux, pour que la pierre s'ouvre, mais pas comme on le penserait. Non, car la légende parle alors d'une procession à la tête de laquelle se trouve un prêtre qui aurait frappé avec sa crosse la pierre en chantant pour faire jaillir un grand serpent noir qui aurait profité de l'occasion pour se baigner dans la fontaine non loin de la roche, une fontaine surnommée la fontaine des fées. C'était alors le moment propice pour s'emparer du trésor, car le retour du serpent fermerait le passage jusqu'à la prochaine fois. Cela dit, si la légende existe, on ignore totalement si quelqu'un s'y serait risqué. Dans tous les cas, la roche de Jardon a contribué au folklore local de bien d'autres manières. Durant les temps de sécheresse, on y venait également en procession dans le but de récupérer de l'eau de pluie dans la fameuse source. L'on prétend que les femmes récupéraient alors l'eau pour arroser le curé, qui s'en retournait à son église, trempé jusqu'à l'os. Cette procession finit par être arrêtée par ces mêmes hommes d'église. Une autre coutume était que l'on venait y prier pour les malades atteints de fièvre, souvent les enfants. On y trempait alors le linge dans la source au pied de la roche et en faisait l'offrande d'un œuf ou d'une pièce de monnaie qui était déposée sur une pierre à côté. Offrande souvent dérobée d'ailleurs par des mendiants de passage. Les plus jeunes finirent d'ailleurs par se moquer de ces coutumes, affirmant aux plus anciens qu'ils ne faisaient qu'une offrande aux mouches. Mais qui suis-je pour juger? Je ne suis qu'un conteur. C'est d'ailleurs sur cela que cette histoire se termine, car nous avons fait le tour de la roche de Jardon, au milieu des roches de Glen. Et voilà qui met fin à cette série d'histoires dans la Saône-et-Loire. J'espère que ces légendes vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment devant les vidéos. Je tenais juste à préciser pour la dernière, j'ai un peu de mal à parler car on m'a posé 4 couronnes d'un coup. J'ai 4 nouvelles dents qui ont été posées. C'est assez handicapant pour bien parler, j'arrête pas de me mordre la joue, c'est pour dire, bah, voilà. Ici, juste là je le sens bien. Quoi qu'il en soit, voilà, donc j'ai fait la vidéo tant bien que mal, j'ai fait pas mal de reprises pour essayer de faire au plus propre possible. Mais voilà, entre mon nez et les dents, c'est le bonheur. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je vous retrouve dans tous les cas dans les prochains jours pour 2 nouveaux hors-pistes. J'ai déjà expliqué le format dans une dernière vidéo, donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir. Un nouvel épisode du bestiaire français, on avait prévu le Warabook cette fois-ci, et j'espère qu'il va vous plaire parce que moi je me suis bien amusé à l'écrire. Et une découverte où on va pouvoir découvrir un format assez inédit, enfin pas un format mais quelque chose d'assez inédit dans la chaîne, et je vous montrerai parce que c'est vrai que j'ai un de mes collègues qui m'a fourni des documents. Et c'est la première fois que je vais pouvoir me baser sur ça pour faire une vidéo, donc c'est vrai que c'est assez... ça va être assez nouveau, donc j'espère que ça va vous plaire cette petite découverte, parce qu'on va revenir sur les animaux totémiques, ce sera la dernière vidéo que je ferai là-dessus. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, et à très vite.